Mesdames, Messieurs, bonsoir. Cet écrit est un face-à-face littéraire qui met en scène un auteur et un journaliste. En somme, un tête-à-tête avec un auteur de référence sur son actualité littéraire, sur son œuvre ou sur des thématiques majeures de la littérature burkinabé africaine ou mondiale. Parce que la littérature est source de questions que nous avons en nous, le débat se donne la mission de ressortir l'utilité pratique de l'œuvre littéraire et sa contribution au développement. L'émission a pour vocation de s'adresser à tout le monde. Elle proposera ainsi à la fois de la nourriture à ceux qui connaissent les textes, tout comme ceux qui les ignorent. Pour ce premier numéro, un premier roman. Car pour son tout premier roman, ce fut un coup de maître pour Chalem Coulibaly. Dialogue avec la nuque, son roman philosophique est d'abord une invitation à la réflexion sur la négritude, mais pas seulement. Chalem Coulibaly y dévoile sa théorie du réarmement moral du nègre. Qu'est-ce qu'un nègre? Qu'est-ce que être nègre? Comment utiliser ces valeurs de nègre pour transcender notre époque marquée par la mondialisation et la globalisation? Des questions de Chalem Coulibaly dans son ouvrage, mais des questions auxquelles il répondra sur ce plateau. Chalem Coulibaly, bonsoir. Bonsoir. Merci de répondre à notre invitation. Vous vous défendez d'utiliser le terme nègre dans votre roman Dialogue avec la nuque. Qu'on est tenté de vous poser la question, pourquoi posez-vous la thématique avec tant de cynisme à l'égard de votre race? Avant de répondre à votre question, j'ai une pensée et un souhait ardent pour le peuple burkinabé. Et nous sommes dans une période assez spéciale. Et ce que nous écrivons ou ce que nous vivons nous rattache à cet espace qui est le Burkina, qui est l'Afrique. Donc à ce moment où les passions politiques sont éveillées, où nous sommes à un tournant avec la possibilité d'une alternance, mon souhait c'est que nos ancêtres, Dieu ou dans quelque langue que ce soit, soient avec nous et que nous passions cette période en paix. Mais aux acteurs politiques des différents partis, je souhaite beaucoup de rationalité et de rationalisme dans vos différentes attitudes. Faites des compromis, mais sans compromission. Soyez passionnés pour l'espace politique, pour la chose politique, pour le Burkina, mais ne passionnez pas vos propos au point de transformer vos propres frères en des ennemis. Que, comme on dit une formule assez intéressante, que nos ancêtres bénissent le Burkina et que Dieu reste avec tout le monde. Donc je reviens à vos premières questions qui peuvent être résumées dans cette première phase. Pourquoi un usage assez fier du mot nègre dans mon écriture et que signifie donc cette jonction entre nègre et réarmement de l'homme nègre? D'abord, dans mon roman, effectivement, le nom même d'Aimé Césaire est cité par des protagonistes. Le mot nègre, pour nous, doit avoir une résonance, une mélodie parfaite, parce que nous sommes nègres. Peut-être que nous ne sommes pas nommés comme ça, mais nous avons, à travers ce mot, nous avons transformé un rapport avec l'autre. De sorte que du mot nègre, qui fut une insulte, nous en avons fait un bienfait. Donc le mot négritude peut être encore considéré comme l'une des inventions de nos aînés. Donc c'est un mot noble et je suis fier de m'inscrire dans ce courant de pensée, mais pas de la mauvaise négritude, celle qui pense que la vocation de l'Afrique c'est de servir de marchepied. Non, je suis pour la négritude volcanique, celle d'Aimé Césaire, et comme il a dit lui-même dans son dernier livre, nègre je suis, nègre je resterai. Et Chalem, Dialogue avec la nuque, votre premier roman, on va très rapidement résumer. C'est d'abord des personnages, le fou, un philosophe, qui est à la fois fou et philosophe, oui. Ou il est philosophe et fou. Vous aurez l'occasion de nous le préciser. Il y a Ritmosa, il y a Aya, et il y a Laporte, Frédéric Laporte. Et l'histoire, tout simplement, c'est un fou qui essaie, par ses paroles, par ses propos, de libérer des jeunes de par leur esprit du joug qu'on peut avoir du moment. Mais lui-même, le paradoxe, il a les pieds liés.
je retrouve le bon lecteur et précautionneux que vous êtes, un bon lecteur de Fanon, puisque je sais que vous êtes passionné par cet écrivain. Donc, les personnages de mon roman, effectivement, sont en général des étudiants qui gravitent autour d'un monsieur qui s'appelle Quieton, qui est un fou. Et ce fou, à cause de sa folie, dans le village où il se trouve, on a enchaîné son pied. Donc il a le pied dans un bois. Et paradoxalement, c'est ce fou qui va apprendre à des étudiants universitaires, pour certains en mémoire qui font des maîtrises, pour certains en doctorat. C'est celui qui a le pied enchaîné qui veut enseigner à des étudiants qu'est-ce que la liberté, qu'est-ce que l'indépendance. Et c'est ce paradoxe, en fait, qui tisse une partie du roman. Sinon, le roman raconte deux histoires qui sont superposées. La première, celle qui se passe avec le fou dans ce village, et la deuxième qui se passe dans une cité africaine quelconque, où des jeunes étudiants, encore le leader de ces jeunes, c'est un disciple du fou, qui entame une grève et qui entend la terminer avec Aya. Aya, qui est un modèle de femme que je dessine ici, qui est une quintessence de la femme nouvelle telle que je l'envisage pour l'Afrique de demain, pour mes enfants. Et justement, on voit deux espaces, l'espace traditionnel et l'espace moderne. Comme quoi, aujourd'hui, cette dualité spatiale, l'Africain ne peut pas s'y soustraire. D'abord, bon, c'est une factualité, c'est une réalité. Quand je quitte ici et que je quitte Ouaga, le seul lieu qui puisse me rester au monde, c'est encore mon village. Donc, et le village ici est symbole de la demeure du fou. Mais en même temps, la ville, qui est une moderne, elle aussi, c'est notre demeure. Puisque, en fait, chaque parcelle d'ici, c'est notre parcelle. Ça nous appartient. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ces deux espaces? Que ce soit le village ou que ce soit la ville, j'essaie de voir qu'est-ce qui se passe et comment est-ce que, dans ces deux endroits, on peut aujourd'hui, à l'instant où nous parlons, et demain envisager de vraies politiques d'indépendance, de liberté, qui ont été souhaitées par nos prédécesseurs, par différents courants littéraires et autres. Et je l'ai dit tantôt, vous défendez dans votre livre, par rapport à ces espaces, mais également à votre théorie du réarmement moral, vous défendez une certaine thèse que l'Africain aujourd'hui, pour ne pas dire le nègre aujourd'hui, doit pouvoir se réinvestir dans ses fondamentaux culturels, de tradition, sa langue, son histoire, pour résister au monde. Et plusieurs parties du livre nous le révèlent. Tout à fait. Bon, je vous remercie pour l'attention que vous avez accordée à la lecture de mon livre et à ces points que vous soulevez. D'abord, si vous regardez, ce n'est pas une opposition binaire entre tradition et modernité. Ce n'est pas non plus le tout monde de doigts glissants. Je fais en sorte qu'il y ait une sorte de rapport spiral entre les valeurs qui s'entrecroisent ici. Parce que dans tous les cas, si nous les Africains d'aujourd'hui, nous les nègres d'aujourd'hui, si nous regardons notre condition, que ce soit les nègres en Afrique, chez eux, que ce soit les nègres au Brésil, que ce soit les nègres en Amérique, que ce soit les nègres en Europe, il est aberrant, il est incompréhensible que nous soyons en bas. Nous soyons pratiquement la queue de tout ce... Vous l'avez dit, nous sommes souvent les premiers dans les écoles et dans le vécu quotidien, nous sommes les derniers. Voilà. Donc, le réinvestissement dans nos valeurs fondamentales veut dire que non pas qu'on soit fermé aux cultures des autres, non pas qu'on soit fermé aux connaissances extérieures, mais il faut penser le monde à partir de nos propres valeurs, c'est-à-dire que les connaître, les enseigner dans nos établissements et ensuite nous réinvestir. C'est-à-dire, quand je regarde un verre, même si je prononce le mot glace en anglais, mais ma pensée de la glace, le mot qui sort n'est pas le lieu d'où je pense. Donc il faut que je puisse penser d'abord en sonufo, en bambara, pour dire le mot verre. Donc mon rapport au mot verre doit être le lieu à partir d'où je pense. Donc, j'aime donner toujours un exemple, comme je fais de la phénoménologie.
Revenons sur l'exemple du verre. Vous prenez un verre, d'accord? Pour tout le monde, on dira un verre. On dira glace. En djoula, on pourra dire djoufé. D'accord, djoufé. Donc on boit dedans. Ok? On peut trouver ces synonymes. Mais quand tu prends un verre, c'est que des mondes. Ce n'est pas le mot. Les signifiés, c'est plusieurs mondes. D'abord, c'est un minerai. Il a fallu qu'on prenne ce minerai quelque part. Donc il a fallu qu'on connaisse que ce minerai peut être transformé en verre. Donc le lieu où on extrait le minerai, il y a eu un monde. Après le transport du minerai à sa transformation, il y a eu un monde. Donc après la transformation, il faut l'emballage. Après l'emballage, il faut le vendre au marché. Après la vente au marché, il faut que quelqu'un achète. Après, nous, on a le verre, on boit dedans. Donc quand tu dis mot verre, il faut voir tous ces mondes qui sont. Donc ce rapport entre nos traditions, c'est-à-dire nous réarmer dans nos valeurs fondamentales, ça veut dire, comme je l'ai décrit par rapport au verre, on doit pouvoir voir les mondes derrière les mots qu'on prononce. On doit pouvoir penser les mots des mondes, que ce soit en anglais ou en hébreu. Quand je parle, il faut qu'aussi la pensée qui cohabite mon parler, mon langage, soit une pensée, je dirais ancestrale pour aller plus vite, mais que ce soit des valeurs que moi j'ai créées, parce que nos traditions sont en elles-mêmes appelées à être dynamiques. Elles ne sont pas fixées comme du fer. Oui, Chalem, vu de cette façon aujourd'hui, on a comme l'impression que vous consolez le nègre, sinon qu'on sait que les réalités auxquelles il est confronté, il est agressé de toutes parts. Cette agression de toutes parts, il y a beaucoup qui n'arrivent pas à voir que le monde où nous vivons, cette terre qui nous appartient, est une terre, mais terriblement agressée. Et pour les plus illusionnistes, ils penseront que nous sommes dans des États indépendants, que nous sommes indépendants. C'est faux. La colonisation, elle s'est vraiment renforcée ces 53 dernières années. Elle s'est renforcée au point que ce n'est plus la violence brutale, mais c'est une violence subtile. Et beaucoup n'arrivent pas à se rendre compte que nous vivons à une période pire que la période coloniale. Je donne un exemple. À Dédougou, il y a 2 masques qui sortaient du bois sacré. C'était à l'époque coloniale. Et il y a un colon qui avait besoin de prendre des bagages. Il fait arrêter ces masques qui allaient pour une cérémonie ancestrale. Il fait enlever les masques et les gars transportent ces colis jusqu'à sa destination. Ça, c'est une violence physique. C'est une violence barbare. Les travaux forcés, c'était des violences barbares. Mais aujourd'hui, cette même conscience, cette même pratique coloniale est devenue tellement subtile qu'on ne la voit pas. Il y a un poète algérien qui disait que le blanc est parti, mon frère a pris sa place pour ajouter de la douleur à ma douleur. Donc je vois que Fanon ne vous quitte pas, parce que Fanon déjà l'a du peau noir marque blanc, et cet Algérien ne fait que compléter une pensée de Fanon. Je vais dire qu'on doit être conscient que le travail de décolonisation qui avait été entamé entre les 2 guerres a été interrompu. Donc aujourd'hui, les acteurs en Afrique doivent être conscients qu'il nous faut re-entreprendre la lutte de décolonisation. Sinon, comme dit un des personnages du roman, vous savez, monsieur, la globalisation et la mondialisation, c'est quoi? Alors c'est la cerise sur le gâteau de la colonisation. C'est-à-dire que la colonisation s'est tellement renforcée, les colons sont tellement repus qu'aujourd'hui ils peuvent se permettre de venir nous proposer des projets bidons et compagnie. Donc pour moi, et dans l'un des aspects pour pouvoir transformer et mettre des nègres debout demain, alors il faut avoir conscience que la colonisation s'est renforcée, elle s'est intensifiée, et c'est pourquoi on voit des personnes mourir aux frontières de l'Europe, traverser au péril de leur vie le désert et aller mourir. Sinon si nous étions décolonisés, il n'y aurait pas eu Oui, et on le remarque dans un des dialogues des personnages de votre roman. Il y a l'autre qui dit « J'essaie d'être réaliste quant à ma condition dans la globalisation en cours. Tu crois que nous s'en irons et se retirerons comme ça? Tu veux savoir ce que font, en te parlant, de processus de globalisation, de marginalisation de l'Afrique. Et donc, pour vous,
c'est un appel au réalisme. Ça veut dire quoi? Comme l'a dit ce proverbe Mouaga, quand on ne peut pas la faire du voleur, il faudrait l'accompagner avec son butin. Merci pour me ramener à des fondamentaux. Je vais répondre par une autre phrase d'un grand griot, Waka Mistoko, qui a écrit un livre avec Tata Sissé, La geste du Mali. Côté Kosa. C'est-à-dire que, je vais le traduire sans faire de philosophie, parce que tous les auditeurs qui assistent à votre télévision ne sont pas des philosophes. Mais en Bambara, si on traduit côté Kosa, une chose ne tue pas une chose. Donc une chose est particulière, quand elle rencontre une autre chose, ça fait deux choses. Donc c'est un rapport entre l'universel et le particulier. Dès que Kof l'a bien refait, mais chaque co ne doit pas se nier. Donc la mondialisation, c'est une réalité. On ne va pas dire qu'aujourd'hui, les Chinois ne sont pas ici, les Chinois ne nous vendent pas des chinoiseries. C'est une réalité. Tu as qu'à aller au marché, ici tu vas le voir. La mondialisation, c'est une autre expression que les Français utilisent pour ne pas dire trop globalisation, mais ils reviendront là-dessus, parce que, bon, selon le texte, on peut, bon, des petites nuances mondialisation, mais c'est une réalité. Mais tout à l'heure, je vous ai parlé, je vous ai décrit le verre. Entre les mondes qui se trouvent derrière le verre, qui sont réels, parce que tant que tu ne penses pas, tu ne les vois pas, et le mot verre, qu'est-ce qui est plus réel? Est-ce que ce sont ces mondes-là que j'ai décrits en apprenti phénoménologue, ou c'est le mot verre seulement qui est réel? Donc le réalisme que je défends ici, ce n'est pas un réalisme qui m'amènerait à ne plus pouvoir agir en face d'un mur. Je suis en face d'un mur, alors j'ai deux solutions, soit je rebouche chemin, soit je cogne le mur, soit je trouve un moyen. Donc le réalisme auquel je fais appel, c'est un réalisme qui conjugue agir et penser. J'aime toujours répéter cette phrase d'un philosophe que j'apprécie, et il faut toujours savoir agir en homme de pensée et toujours penser en homme d'action. Et donc, pour pouvoir sortir de cette globalisation qui est en fait une intensification de la colonisation, un peu pour pouvoir sortir donc de cette globalisation, de l'aspect négatif de la globalisation, alors il faut que nous apprenions à penser autrement et à penser par nous-mêmes, à penser avec nous-mêmes, avec nos valeurs. Côté Kosa, c'est-à-dire qu'on ne va pas à un carrefour pour se perdre. Quand on rencontre un autre qui me ressemble, on parle d'homme à homme. Vous qui connaissez très bien Fanon, vous voyez la conséquence d'un tel propos. Oui, et aujourd'hui, ce nègre à la croisée des chemins n'a plus de repères. Maintenant, ceux qui ne pratiquent pas, ceux qui ne vont pas au village, ceux qui ne connaissent pas comment est-ce que ceux qui sont dépositaires des pratiques traditionnelles fonctionnent. En fait, c'est une illusion. Quand vous allez au village, les masques sortent toujours. Le Moro Ndaba qui est là, il sera remplacé par quelqu'un d'autre. Mais il y a des modes traditionnels, millénaires, de jurisprudence qui font qu'on sait comment choisir un Moro Ndaba, on sait comment est faite sa succession, on sait qui, parmi les différents chefs ou les petits Nabas, fonctionne pour que le nouveau Naba vienne. Donc, pour ceux qui sont perdus ou qui se sentent totalement perdus et qui ne savent pas que ça existe, non. Il y a deux computes. Ceux, comme on dit ici entre nous, ceux qui font ça, ils comptent le temps à partir d'un autre compute. Maintenant, ceux qui sont totalement perdus ou qui ne veulent même plus entendre parler de leurs valeurs, ce qu'on appelle Toa Bouffin en Bambara, à ces hommes-là, arrivé un moment, ils seront totalement vendus. Et quand on revient à dialogue avec la nuque Opoku, un personnage comme Opoku, qui appelle au réalisme, mais qui n'en demeure pas un illusionniste. Non, je dirais que Opoku, parmi tous les personnages, il est émouvant. Parce que, bon, vous savez, quand vous créez, après les personnages sont autonomes, hein. Chaque personnage est autonome. Mais la figure d'Opoku est une figure qui, moi, m'apprécie parce contrairement aux autres personnages, il est assez équilibré. C'est-à-dire, il est réaliste, c'est-à-dire, quand il y a un problème, on fait vite appel à Opoku.
Mais lorsque il y a eu cette scène où il discutait de politique, après celui qui a mis fin au débat, comme pour dire que quelque part le nègre n'en a pas besoin. Non, je reviens sur la figure d'Opoku, Opoku et le réalisme. Ce que je veux dire, le réalisme d'Opoku est un idéalisme qui marche les pieds sur terre. Ça, c'est pour répondre à votre question. Maintenant, est-ce que le nègre n'a pas besoin ou a besoin d'idéalisme ou de réalisme? Je dis, c'est ça, il faut faire les deux. Tant que tu n'as pas rêvé un monde, ce monde ne peut pas exister. Et le rêve veut dire qu'il faut être vivant. Donc il faut de la dynamique, il faut du mouvement, et il faut rêver. Donc le réalisme de certains, quand vous parlez ici, c'est-à-dire pour les arrivistes en général, quand on discute avec certains, ils disent mais tu n'es pas réaliste, tu es idéaliste. Mais sans un idéal, sans une certaine pensée qui va au-delà de la réalité physique, empirique qu'on voit, on ne peut pas, il n'y a pas de monde possible. Sinon on meurt devant un mur, sinon on se laisse couler par la globalisation et par les maîtres, c'est tout. Et donc c'est un idéal, mais cet idéal doit avoir les pieds sur terre. Donc c'est un idéal, comment je dirais... un idéal réaliste. Voilà, merci. Oui, il y a également cette figure de Aya qui représente la femme africaine, mais qui, au-delà de ce que la femme africaine est aujourd'hui, n'est pas féministe. Elle reste avant tout proche des réalités, mais elle cherche quelque part la promotion du genre. Bon, disons que même dans toute l'histoire de l'Afrique, ça c'est bon, c'est une petite parenthèse. Regarde sur l'Afrique de Kizerbo tout récemment, il y revient là-dessus, il y revient sur le sujet. Le féminisme, le genre, ça c'est des débats de ces personnes qui découvrent que leurs femmes sont leur égales. C'est d'autres personnes, d'autres nouvelles civilisations qui découvrent que la femme est l'égale de l'homme. Mais dans toute l'histoire de l'Afrique, les femmes ont toujours été autonomes dans l'espace public, c'est-à-dire politique, comme dans l'espace privé. Donc pour nous, le féminisme, le genre et d'autres grands mots, gros mots qu'on nous vend ne sont pas dans nos traditions réelles. Mais quand on prend par exemple l'histoire du Mandé, les femmes ont fait l'histoire. Merci pour cette brèche historique que vous ouvrez. Bon, et ce qui prouve que vous connaissez très bien l'histoire de ces femmes-là, et j'y travaille un peu. Mais sans les femmes africaines, Dokamissa, Nana Triban, Sogolon Diatta, oui. Sans ces femmes, Sundiata aurait été impossible. L'empire du Mali n'aurait même pas existé. Ça, c'est le premier constat, c'est la première vérité historique. Même si la figure de Sundiata subsume, couvre tous les autres noms, toutes les autres figures. Deuxièmement, l'idée même d'une révolte contre l'envahissement des Arabes, qui avaient déjà conquis une partie de l'empire du Ghana. Donc c'est de l'empire de Ouagadougou que les parents de Sundiata sont venus. Donc ces femmes-là, c'est la grand-mère de Sundiata qui a initié la naissance de l'empire. C'est-à-dire que c'est elle qui a conçu, comme on conçoit un enfant, c'est-à-dire c'est le rapport entre son idéal de femme libre et son idéal d'un Mandé libre, c'est ça qui a mis en chaîne. Après, si vous regardez Sundiata, avant l'intervention de sa sœur Nana Triban, il a fait 3 batailles contre le roi Soso, il a perdu. Il a fallu l'intervention de sa sœur pour qu'il puisse réussir. Donc, arrêtons d'être trop contaminés par le modernisme. Pas ça, je dirais par une conception trop monothéiste des femmes. Parce que dans les valeurs monothéistes, il y a souvent, et très souvent, dogmatiquement souvent, une marginalisation de la femme qui n'est pas dans notre histoire. Donc, se réarmer, devenir un vrai nègre de demain, c'est avoir pour sa femme ou sa compagne ou ses enfants, filles qu'on élève, le plus grand respect. Si vous n'arrivez pas à respecter votre fille que vous élevez, si vous faites une discrimination entre votre fille, j'en ai 2 moi, si je fais la discrimination entre mes filles et mes garçons, qui suis-je?
Quel père suis-je? Mais si je discrimine la femme avec qui je fonde un foyer, quelle maison je construis? Donc je pense que aussi, on pourra reprendre les chemins de la décolonisation. On pourra se décoloniser et sortir de toutes les formes structurelles de domination qu'avec nos femmes et dans un mutuel respect. Pas un respect où on dit, bon, madame, je t'aime, mais mets-toi derrière. Non. Et c'est là, dans ce que l'un des propos d'Aya, c'est assez important. C'est assez important. J'ai mis ça en 5e de couverture. Elle dit, je peux la lire parce qu'elle est importante pour ceux qui n'auront pas. À la partie s'annonce musclée, donc c'est un dialogue entre Aya et son compère. Donc au moment de la grève où les militaires commencent à taper, à tirer sur des choses, la police a tiré sur la voiture de Ritmosa, il va retrouver sa fiancée qui s'appelle Aya, et puis il dit à Aya, la partie s'annonce musclée, arrête, sors de la grève, reste à la maison. Alors voici la réponse d'Aya, la partie s'annonce musclée. Aya, oublie ses prospectus et la grève. Ainsi, à travers moi, Aya, c'est la mort politique programmée de la femme que tu exprimes là, consciemment ou non. Quel autre sens donner à ces propos, sinon celui d'un désengagement exigé conduisant tout droit à l'éviction politique, à l'éceulement social de tout étudiant, donc de toute femme à l'avenir. Ah, non, je ne suis pas contre la femme, au contraire, je m'attendais à celle-là. Tu n'es pas contre la femme, mais pour un féminisme à ton goût, un féminisme sectaire. Mais non, s'exclamera sans doute M. Sexfort, la femme doit demeurer elle-même, la femelle doit s'occuper de sa féminité. Vous voyez, c'est une femme, en fait, Aya, elle incarne tout ce que les femmes sont en Afrique depuis notre histoire jusqu'à aujourd'hui. Levez-vous le matin, prenez la route de Fada, comptez le nombre d'individus que vous allez rencontrer à 4h30 du matin, vous allez voir que sur 10 personnes, 9 sont des femmes et qu'elles viennent pour vendre ou elles vont pour récolter. Où sont les hommes? Allez-y au marché de Dassasco. Faites pareil, vous aurez le même constat. Regardez quand, on prend ici, quand les élections approchent, par déconsidération ou par réalisme, qui on met devant? Les femmes. Donc, je suis contre cette mauvaise utilisation de la femme. Elles doivent refuser d'être instrumentalisées et d'être mises au bas de l'échelle. Si elles rencontrent quelqu'un qui n'est pas et qui ne les respecte pas, alors qu'elles vivent et qu'elles meurent célibataires. Aujourd'hui, ce n'est pas impossible d'avoir des enfants. Vous allez acheter à la banque de sperme. Mesdames, vous achetez du sperme, vous faites votre enfant, vous l'élevez tout seul, et au lieu de vous faire embêter par quelqu'un qui est un phallocrate. Ok. Il y a également le fait, on va terminer cet entretien par ça, le fait que la construction de vos personnages, c'est comme si ce réinvestissement du nègre a poussé Chalem Koulibaly lui-même à s'investir dans l'histoire pour ressortir des personnages comme Ritmosa. Si on traduit Ritmosa, ça peut donner Samori en l'envers. Mais à la différence que, c'est vrai que en fait, la figure de Samori m'a servi un peu d'élément, mais à la différence qu'il y a un changement énorme, il y a un A qui s'ajoute, non, il y a un T qui s'ajoute. Mais le T, c'est Samori Touré. Non, mais le Touré, je ne l'ai pas mis parce que c'est trop. Ce n'est plus un prénom, c'est un nom de famille. Donc certains vont penser. Et donc, certainement que le T est emprunté au Touré. Allez-y. Mais en fait, c'était en même temps la musique de Samori qui représente Samori que je voulais. Ritmosa, donc, en jouant avec, je voulais aussi qu'on épouse cette musique que représente, cette musique de la résistance que représente Samori. C'est pour ça, en jouant à ce mot, j'ai mis rythme, comme rythme. Et dans le même temps, Frédéric Laporte. Frédéric Laporte, c'est une intentionnalité politique. C'est un Européen dans le roman. C'est une intentionnalité politique. Et en même temps, cette intentionnalité politique veut dire peut-être prendre Laporte. Exactement. Je vais pas. En fait, vous savez, quand vous lisez Fanon, l'enseigne de la République, vous vous rendez compte qu'arrivé à un certain moment, il faut que ce qui est nocif prenne la porte. Si nous jugeons que certaines pratiques
d'anciens, comme ils disent, de nos partenaires multiséculaires et tout ça. Si on juge que leur présence est nocive, qu'ils prennent la porte, c'est simple. Comme ils nous disent de prendre la porte chez eux. C'est aussi simple que ça. Chalem Koulibaly, merci d'être venu pour cet entretien. Et je rappelle que votre roman Dialogue avec la nuque, publié aux éditions Cool, Démar et Co, est disponible à Ouaga. À Ouaga, disponible à Ouaga. Sans aucune publicité, mais c'est le seul chez qui je laissé, je suis fidèle en amitié. Vous allez à la librairie professionnelle Mercury, il est le seul à qui j'ai donné le droit de vendre mes livres. Et merci d'être venu. On vous laisse à vos aventures, mais également on vous laisse à vos inspirations. Merci beaucoup. Merci pour votre amitié et à la prochaine. Voilà, c'est tout pour ce numéro de cet écrit. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt pour un autre numéro. Au revoir.